Merci d'être avec nous. C'est le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Charles Belbédé, président d'Audacia. Bonjour Charles Belbédé. Bonjour, merci bienvenue. de m'avoir invité. Vous allez bien? Très bien. Alors, la France vient de lancer le plan quantique, donc cette année, 1,8 milliard d'euros de budget. Mais vous étiez déjà lancé justement sur les technologies quantiques, puisque vous avez lancé en 2018 le fonds Quantonation, et vous étiez, c'est le premier placement de ce genre. Mais est-ce qu'on peut rappeler avec vous, Charles, ce que sont les technologies quantiques pour commencer? Alors d'abord, Audacia, peut-être juste un micro-mot, c'est une maison entrepreneuriale de private equity. Donc complètement. On essaye de lancer des fonds dans des thématiques originales où on estime qu'il y a un déficit d'offres pour les épargnants, pour les entrepreneurs. Et donc, en effet, ce fonds Quantonation dédié aux technologies quantiques, c'est le premier en Europe, voire dans le monde. On en a eu l'idée dès 2016, au moment où Thierry Breton a mobilisé un peu l'écosystème autour du fait que le quantique sortait des laboratoires fondamentaux et allait vers des applications industrielles. Et donc, on l'a lancé en 2018. Aujourd'hui, c'est près de 35 millions qui ont été levés déjà dans le fonds. C'est un fonds professionnel et on vise 60-65 millions d'ici la fin de l'année. C'est quoi les enjeux de la technologie quantique? Parce que Laura l'a rappelé, du coup, il y a un plan quantique en France. Il y a une guéguerre aux États-Unis entre IBM et Google pour savoir qui aura le premier ordinateur. On parle de suprématie quantique. Oui, alors d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est que les technologies quantiques en deux mots? Si vous pouvez revenir là-dessus, ce serait pas mal quand même. Donc, d'abord, ce qui se passe, c'est que donc, les grands physiciens des années 30, 1930, Einstein, Schrödinger, etc., ont compris finalement comment fonctionnait la matière, on ne devrait même pas dire matière, mais les objets de ce monde. Et ça a donné lieu à toute une série d'applications. C'était la première révolution quantique. Ça a été le transistor, le laser, les circuits intégrés. Donc c'est toute notre électronique moderne. C'est nos smartphones. C'est déjà fondé sur la première révolution quantique. Tout est quantique, en fait, dans notre électronique. C'est bien de le rappeler, parce qu'effectivement, tout de suite, ça fait peur quand on parle de quantique. Voilà. Et ça fascine. Après, les laboratoires ont continué à travailler sur le sujet. Les progrès dans les lasers, dans les puissances de calcul, dans les matériaux supraconducteurs ont permis ensuite d'aller plus loin et de manipuler des objets quantiques individuels, c'est-à-dire des atomes uniques, des photons uniques. Et là, on a pu exploiter d'autres propriétés de la matière qui avaient été annoncées d'ailleurs toujours par ces grands physiciens des années 30, on leur doit beaucoup, mais qui n'étaient pas possibles techniquement. Et ça donne la seconde révolution quantique. Et là, il y a toute une série d'autres applications dans le domaine des capteurs, de la métrologie, de la communication, des réseaux et bien sûr de l'ordinateur quantique. Et donc, ça va tellement changer nos industries et nos vies que les pouvoirs publics se mobilisent tous. Et donc, et heureusement, la France, l'Europe dès 2016 pour la recherche et la France, en début d'année, 1,8 milliard, en effet, annoncé par le président Macron, pour accélérer la recherche, mais aussi l'écosystème de start-up et la formation. Celui qui n'y comprend rien, ça va changer quoi? Parce que c'est des puissances de calcul beaucoup plus grandes? C'est parce que c'est beaucoup plus de précision météorologique dans l'exemple que vous donnez? Alors, en effet, il y a des applications à court terme, à moyen terme, long terme. Donc, à court terme, c'est par exemple ces objets quantiques individuels. Ils sont très sensibles à l'environnement, mais donc ça en fait de formidables capteurs de grandeur physique. Donc, qui n'existent pas aujourd'hui. Bien, on va gagner plusieurs sortes de grandeur. D'accord. Donc, par exemple, on peut mesurer des champs magnétiques très faibles. Donc, on peut faire des IRM, on peut faire des microscopes quantiques beaucoup plus précis qu'aujourd'hui. On peut faire des radars quantiques, des gyroscopes pour mesurer les accélérations pour nos avions de chasse ou nos sous-marins nucléaires. Donc, il y a énormément d'applications dans la mesure de grandeur physique. Ça, c'est à court terme, c'est tout de suite. Il y a déjà des start-up qui existent, qui font du chiffre d'affaires, voire des profits dans ce domaine. Thales est très impliqué là-dessus aussi. Après, il va y avoir la communication, la cybersécurité. Comment sécuriser des échanges d'informations en utilisant donc l'intrication, donc cette propriété dont je parlais tout à l'heure, et sécuriser parfaitement un échange d'informations avec des clés totalement inviolables, fondées sur une loi fondamentale de la nature. Et là, il y a des projets d'Internet quantique, de réseaux européens quantiques, et les pouvoirs publics européens, nationaux, investissent beaucoup là-dessus. Bon, évidemment, les Chinois et les Américains aussi. Et puis, à plus long terme, c'est l'ordinateur quantique. Ce sont des processeurs extrêmement puissants, puisque massivement parallèles, et qui vont permettre de réaliser
des calculs, des optimisations ou des modélisations qu'on ne sait pas faire avec les ordinateurs classiques parce que ça diverge tout de suite tellement les problèmes sont complexes. Oui, parce que Google avait l'ordinateur le plus puissant, je crois, jusqu'à récemment, parce qu'ils ont été dépassés, je crois, par la Chine. Oui, c'était la polémique sur la suprématie quantique. Mais en fait, alors c'est vrai, ils ont fait cette publication, les Chinois aussi, sur un problème de recherche fondamentale qui, franchement, n'a pas d'application concrète. Donc, c'est intéressant, mais ce n'est qu'une première étape. Tout le monde attend le moment où les ordinateurs quantiques, et ça progresse très vite. Et nous, d'ailleurs, on est actionnaire de Pascal, qui est une des sociétés d'ordinateurs quantiques les plus avancées au monde, avec une technologie basée sur les atomes froids. Et donc, tout le monde attend le moment où ces ordinateurs, ces machines, vont permettre de réaliser des optimisations et des simulations qui vont servir à quelque chose. Donc, pour la finance, pour l'industrie, pour inventer de nouvelles molécules, pour la chimie, pour la pharmacie. Et ça, c'est à l'horizon, je ne veux pas survendre, mais disons déjà dans 2 ans, nous, chez Pascal, je dis nous parce qu'on en est très fiers, on a co-créé l'entreprise, eh bien, c'est 1000 qubits dans 2 ans. Donc, c'est énorme, alors que Google n'a que 53 qubits, excusez-moi. Donc, soyons fiers de ce que nous faisons en France. Oui. Mais là, c'est une des participations dont vous parlez. Il y a quoi d'autre comme type de participation? Ce sont des startups, hein? Alors, parce que c'est du capital innovation. C'est des spin-offs de laboratoires. Donc, Pascal, ça vient de l'Institut Optique. Il y a également Qubit Pharma. Donc, on a donc 13 startups, un quart en Amérique du Nord et le reste en Europe, 40% en France. Et donc, alors, il y en a dans le quantum computing, donc l'ordinateur quantique, mais il y en a beaucoup aussi dans les capteurs et dans la communication, la sécurisation de nos réseaux. Et donc, on est sur là, aujourd'hui, quand on veut investir en technologie quantique, on investit dans la recherche. On n'est pas encore Non, justement. Pas que. Alors, théoriquement, il ne faut pas investir quand on crée une start-up. La recherche doit avoir été faite. D'accord. Oui. Après, on peut faire encore un petit peu de R&D, bien sûr, mais de façon marginale. On va transformer la science qui a été faite pendant 20 ans auparavant en application commerciale, industrielle. Et c'est là que ça vaut la peine de créer une start-up. C'est là que nous les rencontrons, donc les scientifiques, lorsqu'ils se posent cette question, est-ce que c'est le bon moment ou pas ? Et on leur dit soit de patienter un peu, soit OK, c'est bon, il faut y aller. Et on va les aider, on va co-créer l'entreprise avec eux, on va les seeder, et puis on va les accompagner dans les stades ultérieurs, et donc en série A. Donc on a investi déjà plus de 12 millions d'euros. 4 de nos startups ont déjà fait une série A et 3 autres vont les faire d'ici la fin de l'année. Et du coup, vous avez déjà vendu des participations On en a vendu une au Canada qui a fait l'objet d'une offre de rachat déjà d'un grand groupe en faisant 2 fois la mise. C'est bien, mais on vise plus que ça. Il nous faut plus de temps. Là, ça s'est fait en 1 an entre le moment de l'investissement et la session, c'est un peu rapide. Bon, et le fait qu'Emmanuel Macron ait annoncé ce plan quantique, du coup, vous voyez ça comment? Ça va c'est porteur pour le secteur? Bien sûr, c'est très porteur. Ça confirme que ce message venant du plus haut niveau de l'État dise oui, il faut. La France, d'abord, a de nombreux atouts dans le quantique. Et notamment un fonds, le premier fonds européen dans le domaine, c'est très bien. Et ça pousse tous les acteurs à se mobiliser. La France n'a peut-être pas gagné la grande guerre du numérique et des hautes technologies, mais celle-ci n'est pas finie. En tout cas, elle n'a pas gagné les premières batailles. Et là, il y a d'autres batailles à livrer et on a de nombreux atouts. Et on peut encore compter. Je crois qu'il faut raisonner, bien sûr, européen. Et donc, les épargnants ont leur place. Cette deep tech est une opportunité pour l'Europe. Et les épargnants ont leur place, du coup, dans cette... Alors, maintenant, si on vient aux épargnants, bien sûr, alors c'est un fonds professionnel quand même, donc c'est pas pour tout le monde, donc c'est 100 000 euros minimum, mais donc nos apporteurs de capitaux sont des industriels, par exemple, on peut citer EDF, Thales et d'autres. Il y a des grands fonds de fonds, des institutionnels, mais aussi des family office, des entrepreneurs ayant réussi et qui mettent un ticket dans le fonds. On peut être aussi un particulier, un peu averti pour investir dans le fond, c'est possible. Final closing d'ici la fin de l'année, donc dépêchez-vous. C'est octobre, c'est pas ça? Oui, enfin fin octobre, on espère, mais bon, ça sera peut-être. Il y a toujours des retards, mais donc en tout cas d'ici la fin de l'année. Puis ensuite, on va préparer le second fonds parce qu'il faut continuer, parce que ces entreprises vont devenir des licornes pour certaines d'entre elles, et il n'est pas question de les laisser uniquement à nos concurrents. Évidemment. Et donc nous aurons un Cantonation 2 qui pourront accompagner ces très très belles startups lorsqu'elles seront devenues plus matures. Et là, c'est des tickets
ticket à 20 millions. Donc, il Ce faut sera se autre préparer. Une dernière petite question, très vite, Charles. Du coup, dans vos équipes, parce qu'en interne, je pense que c'est important pour vraiment bien comprendre le discours, vous avez des physiciens Oui, on a bien sûr un physicien, un des cofondateurs du fonds avec moi, Christophe Jursac, est docteur en physique quantique. Donc, ça a été évidemment moteur. C'est notre rencontre qui a permis l'existence de ce fonds Cantonation, avec également le troisième partenaire qui est Olivier Tonneau, qui a bossé avec moi pendant des années et qui, lui, est plus un profil de deal maker, de financier. Merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet Merci fascinant. L'investissement immobilier Value Add, c'est tout de suite dans le Club Action.